Que faire de nos claudications, de ces manières particulières que nous avons de ne pas fonctionner comme tout le monde, de ces rythmes décalés, de ces zones d'impossibilité qui nous constituent? J'ai moi-même marché de travers dès l'enfance, nomade par la vie familiale, changeant d'école parfois 3 fois par an. J'étais toujours celui qui arrive et qui est déjà reparti. Cette impossibilité de m'enraciner quelque part m'a longtemps relégué aux marges. Faut-il corriger ces claudications, les soigner, les normaliser pour enfin bien fonctionner? Ou peut-on apprendre à faire sa vie avec elles, à les habiter créativement, à en faire le fondement même de notre singularité? Cette question traverse l'histoire d'Hippolyte dans Madame Bovary, ce garçon d'auberge aux pieds beaux qui fonctionnait parfaitement dans sa communauté. Cette réflexion partagée que je vous propose explore 2 manières radicalement opposées de répondre à nos failles. La logique de la correction, qui veut nous amputer de ce qui nous gêne, et la logique de l'invention, qui fait de nos limites le point de départ d'une création nouvelle. Cette réflexion partagée s'inscrit dans une série intitulée « Habiter la faille ». D'autres réflexions de ce cycle sont disponibles sur cette chaîne, chacune explorant une facette différente de notre condition d'être fêlé et de la manière d'en faire quelque chose de créateur. L'Hippolyte de Madame Bovary fait sa vie avec son pied beau. Il est le garçon d'auberge du Lion d'Or, une figure familière respectée de Yonville et 2 abbayes. Sa claudication fait partie de lui depuis toujours, et il a appris à en faire non pas un obstacle, mais une composante de son être au monde. Il a trouvé son rythme, sa démarche, ses gestes adaptés, son allure. Plus encore, Flaubert insiste sur sa serviabilité, sa manière d'aider tout le monde, son intégration parfaite au tissu social du village. Hippolyte n'est pas un exclu, un marginalisé souffrant de son handicap. Il est un membre à part entière de la communauté, apprécié pour ce qu'il fait, reconnu pour ce qu'il est. Sa claudication a été intégrée dans l'ordre quotidien de Yonville. Personne ne la voit plus. Elle est devenue invisible, naturelle, acceptée. Hippolyte a construit sa place avec sa faille, pas malgré elle. C'est cela, l'art de claudiquer, trouver son équilibre particulier, inventer ses propres stratégies de mouvement, créer sa singularité fonctionnelle. Hippolyte a appris à habiter sa faille au lieu de la combattre. Cette sagesse pratique, cet art de composer avec le réel tel qu'il est, c'est précisément ce qu'un autre infirme à sa manière, Gustave Flaubert, devra inventer non pas avec son corps, mais avec le langage lui-même. Puis arrive Homais, le pharmacien, avec ses ambitions personnelles. Dans l'univers de Flaubert, Homais incarne cette figure détestable de la bêtise bourgeoise auto-satisfaite. Il représente l'homme moderne qui croit au progrès avec un P majuscule, qui récite les dogmes de la science sans les comprendre, qui transforme toute situation en occasion de briller socialement. Homais, c'est l'incarnation de la vulgarité intellectuelle du XIXe siècle.
Il lit les journaux, répète les idées à la mode, se croit éclairé parce qu'il oppose les lumières de la raison aux préjugés obscurantistes. Il parle par slogan, par lieu commun, par article du Fanal de Rouen. Sa bêtise n'est pas l'ignorance, mais cette forme terrible de demi-savoir qui se prend pour la science elle-même. Face à Hippolyte le Pied-Bot, le pharmacien révèle sa vraie nature. Un ambitieux qui rêve de reconnaissance, de s'élever intellectuellement et socialement en appliquant mécaniquement des théories qu'il maîtrise mal. L'opération du Pied-Bot n'est pas un acte médical pour lui, c'est un tremplin vers la gloire. Il imagine déjà l'article qu'il écrira, se voyant en pionnier apportant la modernité parisienne dans l'arriération de Yonville. Cette ambition révèle la nature profondément égoïste et théâtrale de l'entreprise. Homais ne s'intéresse pas à Hippolyte comme une personne, mais comme un support d'une démonstration qui le grandirait. Il transforme un homme qui fonctionnait parfaitement en cobaye de ses prétentions intellectuelles. Avec lui s'introduit un regard nouveau sur Hippolyte, un regard qui transforme une singularité acceptée en pathologie à corriger. Pour ce faux savant, Hippolyte devient une tache dans le tableau d'une humanité perfectible par la science. Son Pied-Bot n'est plus une caractéristique de son être, mais une imperfection qui offense l'idéal progressiste qu'il brandit comme un étendard. Homais le pharmacien incarne ce que Sartre nomme la bêtise. Non pas l'ignorance, mais cette forme agressive de demi-savoir qui impose ses certitudes au réel. Cette bêtise catastrophique ne doute jamais, ne s'interroge jamais. Elle applique ses théories avec une violence d'autant plus redoutable qu'elle se croit éclairée. La communauté de Yonville avait développé une forme de sagesse pratique, intégrer les singularités de chacun au lieu de les corriger. Homais brise cette sagesse inclusive au nom de ses ambitions déguisées en progrès. L'analyse de Sartre dans L'idiot de la famille révèle que Flaubert lui-même était un Hippolyte qui, au lieu de subir l'amputation, a transformé sa claudication en art. Sa faille originelle, ce que Sartre nomme sa constitution passive, est un rapport contrarié au monde et surtout au langage. Là où l'enfant normal, entre guillemets, saisit les mots comme des outils pour agir, le jeune Gustave les subit comme des objets opaques. Des petites pierres sonores, dit-il, déconnectées de la réalité qu'elles sont censées désigner. Le langage pour le petit Gustave n'est pas un pont vers le monde, mais un mur. Il ne s'approprie pas les mots, il est parlé par eux, aliéné par les discours tout faits de sa famille et de sa classe bourgeoise. Sa famille voulait le corriger de cette idiotie, le normaliser en faisant de lui un avocat, un juriste, lui imposer une guérison qui aurait été une mutilation de son être profond. Mais Gustave, par une impossibilité profonde de se conformer, a inventé sa propre solution. Une contre-création. Puisqu'il ne pouvait utiliser le langage comme un outil transparent, il a inventé une voie radicalement nouvelle. Transformer cette opacité subie en principe esthétique. Son art n'est pas une simple acceptation de sa différence, c'est une stratégie de reconquête du monde qu'il avait initialement rejetée. Le langage cesse d'être transparent pour devenir visible, palpable, audible. L'opacité subie devient opacité travaillée, assumée,
créatrice. Ce rapport anormal, entre guillemets, au langage est devenu le moteur de son style révolutionnaire. L'obsession pour la sonorité de la phrase, le fameux gueuloir où il testait oralement sa prose, révèle quelque chose de plus profond qu'une simple préoccupation esthétique. Pour Flaubert, le sens d'une phrase se révèle aussi par son rythme, sa cadence, la longueur de son souffle. Le gueuloir n'est pas seulement l'épreuve de la musicalité du texte, c'est l'épreuve du sens lui-même par l'audition. Ce parler de l'écriture révèle une conception quasi ontologique du langage. Le vrai sens ne réside pas seulement dans l'agencement logique des idées, mais dans l'incarnation sonore et rythmique de la phrase. La phrase juste est celle qui sonne juste, non pas par coquetterie stylistique, mais parce que la vérité du texte passe aussi par sa dimension charnelle. En s'effaçant de son œuvre pour laisser la langue elle-même déployer sa puissance, l'auteur doit être comme Dieu dans l'univers, écrit-il, présent partout et visible nulle part. Flaubert sublime sa passivité en principe créateur. C'est la revanche ultime. Celui qui subissait le langage devient le démiurge invisible qui le maîtrise totalement. Flaubert ne s'est pas contenté d'habiter sa faille. Il l'a creusée jusqu'à y trouver la source d'un art nouveau. Cette transformation révèle ce que Sartre nomme l'idiotie féconde, la capacité de retourner sa singularité inadaptée en puissance créatrice. Là où Homais, le pharmacien, incarne la bêtise agressive qui impose ses normes, Flaubert illustre l'idiotie assumée qui invente ses propres voies. Il fait de son retard originel la condition même de son génie. Ce que révèle cette comparaison, c'est l'opposition de deux logiques irréconciliables. D'un côté, la logique normative et prescriptive, celle de Homais le pharmacien. Elle impose de l'extérieur un modèle abstrait de ce que la vie devrait être. Dans cette vision, la codification d'Hippolyte n'est qu'une déviance, une erreur quantitative par rapport à la norme, une pathologie à éradiquer pour restaurer un ordre. C'est une logique qui voit la faille comme une simple défaillance et qui ne tolère pas la différence. De l'autre, la logique de la singularité, celle du vivant lui-même. Cette capacité qu'a tout être vivant à inventer ses propres normes pour continuer à vivre efficacement. Hippolyte, avant l'opération, incarnait cette puissance. Son corps avait créé ses propres stratégies de mouvement, ses compensations, son propre équilibre, son allure de vie. Sa claudication n'était pas l'absence d'une norme, mais l'instauration d'une autre norme, parfaitement fonctionnelle et intégrée socialement. Il n'était ni en souffrance ni diminué. Il était simplement l'auteur de sa propre norme vitale. Homais ne comprend pas cela. Son scientisme borné ne comprend que la norme qui corrige et qui ampute. Il est aveugle à la sagesse du corps. Cette capacité à faire de la faille non pas une erreur, mais le point de départ d'une nouvelle solution. L'opération de Homais échoue, spectaculairement. La gangrène monte le long de la jambe d'Hippolyte. Il faut amputer. Le rêve scientiste de Homais
se fracasse contre la réalité brutale de la chair en putréfaction. Hippolyte souffre, se plaint, mais au lieu d'écouter sa douleur, on le culpabilise. On suggère qu'il fait obstacle à la marche de la science, qu'il ne collabore pas assez. Même dans l'échec, la logique normative persiste. C'est Hippolyte qui dysfonctionne, pas l'opération. La suite révèle le génie satirique de Flaubert dans son analyse de la mauvaise conscience bourgeoise. On achète à Hippolyte une prothèse, pas n'importe laquelle, une prothèse coûteuse, dans une belle boîte en bois rare, venue de Paris. Cette prothèse luxueuse est la métaphore parfaite de la gestion bourgeoise de la culpabilité. On a créé un dommage irréparable, mais on compense par un objet cher. On croit effacer la violence par la dépense. On transforme la mutilation en marché. Plus révélateur encore, Homais triomphe malgré tout. Il reçoit la croix d'honneur. Sa bêtise catastrophique ne l'empêche pas de poursuivre son ascension sociale. Le monde bourgeois récompense finalement l'imposture et la médiocrité satisfaite d'elle-même. La leçon de Hippolyte le Pied-Beau, avant qu'on ne le mutile, c'est qu'il est possible d'habiter sa faille créativement, de faire de ses limites non pas des obstacles à surmonter, mais des contraintes fécondes qui orientent et singularisent notre manière d'être au monde. Cette logique de la singularité s'oppose radicalement à l'idéologie de l'amélioration continue, du perfectionnement, de l'optimisation de soi. Elle propose une autre voie, partir de ce qui est, l'accepter, l'explorer, en faire quelque chose d'unique. Nos claudications, nos dysfonctionnements ne sont pas forcément des pathologies à guérir. Elles sont nos rythmes particuliers, nos manières singulières de nous mouvoir dans l'existence. Elles peuvent devenir, si nous les habitons avec art, le fondement de notre contribution unique au monde. Cette réflexion partagée que je vous ai proposée ne promet aucune guérison. Elle refuse la violence des processus de normalisation qui transforment nos singularités en pathologie. Elle propose une autre voie, apprendre à habiter nos failles avec créativité, à en faire non pas des obstacles, mais des contraintes fécondes qui orientent notre manière d'être au monde. Comme Hippolyte le Pied-Beau avant l'opération, comme Flaubert dans son art, nous pouvons apprendre à claudiquer avec grâce, à faire de nos limites le fondement de notre singularité. Je vous pose la question, et vous? Quelles sont vos propres claudications? Comment avez-vous appris ou apprenez-vous encore à faire votre vie avec vos claudications plutôt que contre elles? Vos expériences et vos réflexions enrichissent ces échanges. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Si cette réflexion vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. J'aimerais faire de cet espace une véritable communauté de partage, un lieu où nous pouvons explorer ensemble ces questions qui nous traversent tous. Je vous remercie beaucoup.